Kéliseba, comment vous est née la fibre panafricaniste et qu'est-ce qui continue de la nourrir? De l'exclusion d'un peuple par un autre naît la volonté pour le peuple exclu de se constituer sa propre puissance. Je pars du principe que la discrimination et l'oppression que notre peuple connaît et que moi-même j'ai connu violemment étant enfant m'a permis de comprendre la situation de mes semblables, de comprendre que notre peuple sur le continent africain, dans la diaspora, en Occident, dans les Amériques, à l'Est, à l'Ouest, peu importe où il se trouve, en Mélanésie, en Océanie, dans les Amériques, notre peuple souffre. Et sans verser dans une victimisation qui, à mon sens, n'est pas nécessaire, il est important d'aller dans une dynamique de responsabilisation et de prendre son destin en main. Et prendre son destin en main, c'est se battre pour nos intérêts, comme chaque peuple doté de raison se bat pour les siens. Et c'est ce qui a poussé le jeune homme que j'étais, ça commence à changer avec mes poils blancs aujourd'hui, mais à agir dans une autre dynamique pour faire avancer les conditions de vie, améliorer les conditions de vie de nos populations, pousser les nôtres à rentrer dans une dynamique de réappropriation de leurs propres ressources, qu'elles soient minières, qu'elles soient matérielles, ou même dans une dynamique immatérielle aussi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pense que notre peuple doit se recentrer, et il n'y a que comme ça que l'on pourra avancer. Comme c'est vrai, le président français, Emmanuel Macron, vous a déchu de votre nationalité française en juillet, c'est très récent, mais avant cette déchéance, vous avez publiquement mis le feu sur votre passeport français. Qu'est-ce que cet acte représente pour vous, avoir brûlé le passeport français, un document que beaucoup convoitent, au prix de leur vie parfois? Parce que le système néocolonial a réussi à ériger, à créer une image via une ingénierie sociale pluriséculaire selon laquelle la France et l'Occident étaient le paradis du reste de l'humanité. Et que si vous vouliez intégrer ce paradis, il fallait se soumettre, quand vous étiez noir, aux règles de ce paradis, se soumettre au pillage qu'effectuait ce prétendu paradis vis-à-vis des ressources de notre propre terre. Il fallait en gros être un bon chihuahua ou un bon caniche noir. Et si vous agissiez de cette façon, si vous étiez dans une dynamique de leur amener des médailles quand c'est nécessaire, de faire ce qu'ils aiment, là on vous serrait dans les bras. Emmanuel Macron, friand du corps noir ruisselant, aurait été dans une démarche de nous chérir. Mais à partir du moment où vous êtes dans une dynamique de dire que le pillage des matières premières de nos peuples, ça suffit. La nécessité pour nos peuples d'accéder à la souveraineté, à l'autodétermination, doit être une priorité. Le fait est qu'aujourd'hui, notre peuple ne veut être soumis à aucune entité. Le narratif d'ailleurs du système néocolonial, c'est de dire que quand on dénonce le néocolonialisme français, ça voudrait dire qu'on est des agents russes. Ils ont dit la même chose avec Lumumba, ils disaient que c'était un agent soviétique. Ils ont dit la même chose au sujet de Mandela en disant que c'était un pro-soviétique. Ils ont dit dans un autre ordre d'idée la même chose du militant diasporique Malcolm X en disant que c'était un militant communiste pro-Union soviétique, alors que notre message est très simple. On dit simplement que nous nous opposons à ceux qui veulent piller nos ressources, quels qu'ils soient, et nous nous allions à ceux qui veulent être dans une dynamique de renverser aussi l'ordre mondial unipolaire dans lequel nous sommes pour contribuer fortement à l'établissement d'un monde multipolaire. Et donc, Emmanuel Macron a cru nécessaire de déchoir la nationalité parce qu'il estime que les Africains n'ont pas le droit de dénoncer le néocolonialisme. Et beaucoup de Français qui sont parmi les partisans que nous avons, j'ai une majorité de sympathisants issus de notre peuple évidemment, sur le continent, dans la diaspora, mais j'ai aussi des gens dans le prolétariat français ou européen ou occidental qui sont des partisans farouches du combat que nous menons, qui comprennent la nécessité de la justice sociale, de l'égalité. Et beaucoup d'entre eux ont compris que le combat que je mène n'est pas un combat contre les Français ou contre les Occidentaux dans leur globalité, mais contre une oligarchie néolibérale qui asphyxie son propre peuple et qui asphyxie évidemment les peuples du Sud global. Et nous avons décidé, avec les membres de mon staff, de notre organisation, qu'il fallait effectuer un symbole. Un symbole rappelant qu'on ne pouvait pas me menacer et qu'on ne peut plus menacer l'homme noir et la femme noire au XXIe siècle. Je suis né en France, c'est une réalité. Je suis, comme certains le disent, un afrodescendant. J'ai vécu 29 ans de ma vie en France, je ne vais jamais le renier.
Et tous les Français ne sont pas Emmanuel Macron, tous les Français ne sont pas le gouvernement français. Il faut qu'on soit clair. Et c'est pour ça que dans nos meetings, il y avait des Français qui venaient aussi. Mais à partir du moment où on me disait, on lance une procédure de déchéance de ta nationalité, à partir du moment où tu ne te tiens pas tranquille, j'ai voulu leur adresser un message qui était que vous n'avez pas à me dire si l'homme noir que je suis en ce XXIe siècle doit être tranquille ou pas. Ce que je veux, c'est être libre. Et donc, en brûlant le passeport, je leur ai adressé le message que leur intimidation ne marchait pas sur moi. Et ne marche pas sur bon nombre des nôtres, en réalité. Mais combat, oui, mais avec une certaine virulence, certains parlent même d'outrance, alors que avec la Russie, par exemple, vous ne cachez pas votre amitié. Mais vous n'êtes pas dans une dynamique globale que de dire que je ne suis pas dans une logique d'objectivité avec tout le monde. J'ai été invité d'honneur au Parlement russe il y a 2 ans. Les Russes sont des alliés géostratégiques parce qu'ils combattent l'hégémonie occidentale, comme les Iraniens, comme sur d'autres points. Les Nord-Coréens. Sur les Nord-Coréens, je n'ai pas encore de contact, peut-être que ça viendra. Mais comme d'autres pays qui sont opposés à l'hégémonie occidentale et avec lesquels nous travaillons clairement. Quand les organisations et les institutions européennes ou américaines soutiennent des organisations africaines, on les appelle des organisations africaines démocratiques. Quand ce sont des organisations panafricanistes qui sont alliées à des nations qui contestent l'hégémonie occidentale, on dit que ce sont des pions des Russes ou des pions des autres. Non. On est dans des logiques de partenariat stratégique. Mais j'ai été invité d'honneur au Parlement russe et j'ai bien dit aux Russes qui sont nos alliés que nous sommes aujourd'hui des alliés, mais le jour où nous estimerons qu'ils franchiront la ligne, nous leur dirons les choses. Et ça a été très bien compris en Russie. Les Russes ont très bien compris parce qu'ils aiment des gens qui leur disent qu'ils sont pour la souveraineté. Parce qu'en Russie, ils sont moins dans une dynamique de soumission vis-à-vis, en tout cas, des pays africains que ce que je vois du côté de l'oligarchie française, très clairement. La France vous redit, le Bénin vous attend au tournant. Dans ce temps-là... Pas le Bénin, Talon. Et le même Talon qui... Non, il faut bien préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens au Bénin, et j'y étais il n'y a pas très longtemps, beaucoup de gens au Bénin sont fatigués du régime, et beaucoup de gens au Bénin soutiennent notre combat. Le président Patrice Talon, qui lui-même a quitté, est parti en exil dès qu'il a senti le danger vis-à-vis de l'ancien président Yahya Boni, il est parti en exil, très loin. Le président Patrice Talon répète ce que lui-même a subi en pensant que c'est une démarche intelligente pour régler les conflits. Je ne veux pas rentrer dans une polémique inutile ce soir. La seule chose que je dis, c'est que le Bénin redeviendra un pays souverain, tôt ou tard. C'est une question de temps. Ça arrivera. Et ce jour-là, l'honneur d'entités comme Béhanzin, l'honneur d'entités comme Bioguerra, l'honneur de tous ceux et de toutes celles qui se sont levés pour que notre pays, comme les Agodjé, pour que notre pays puisse être respecté par le reste de l'humanité, cet honneur reviendra. Il ne s'agit pas de faire de polémiques inutiles, il ne s'agit pas de rentrer dans des combats de coq en tant que tel. Mon problème, vous savez, je vais aller même plus loin. Ce n'est même pas Talon. Mon problème fondamental, c'est, je pense, par peut-être la naïveté politique de certaines de nos élites en Afrique, qui pensent qu'on peut collaborer avec ceux qui ont contribué à détruire la Libye, déstabiliser le Sahel, et qui pillent nos ressources, qui nous ont colonisés hier et qui continuent à nous coloniser aujourd'hui. Et ce qui me fait mal, c'est que j'ai fait partie de ceux qui, lorsque Talon a été élu au début, j'étais très heureux. Parce que, comme beaucoup d'autres, j'ai cru que c'était une voix souverainiste par rapport à quelqu'un comme Lionel Zinsou. Parce que j'étais persuadé que Patrice Talon allait rentrer dans une dynamique de rupture épistémologique et refuser les liens avec la France-Afrique. Le temps, malheureusement, m'a donné tort. Mais je suis convaincu que le Bénin va redevenir ce qu'il doit redevenir. Et il faut parler de ça avec souplesse, avec hauteur, avec franchise, mais avec dignité. Et je sais que beaucoup de gens au sein de l'oligarchie béninoise actuelle, temporaire, parce que cette oligarchie ne sera pas éternelle, pensent que toute personne qui dénonce le néocolonialisme doit être vilipendée, doit être vouée aux gémonies. Et ça me fait sourire. Parce que d'expérience, j'ai vu beaucoup de régimes qui étaient arrogants un temps et qui ont fini dans les décombres. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que chacun revienne à un peu plus d'humilité et comprenne que l'obsession doit être de retrouver notre souveraineté.
et tous, normalement, au Bénin, de tous les camps, devraient comprendre que se séparer du système néocolonial français, ça doit être une obsession. Ça ne veut pas dire, quand je dis cela, contrairement au résumé grossier que l'oligarchie française fait, cela ne signifie pas que je dis il faut laisser la France pour aller vers la Russie. C'est une bêtise que de dire. Ce n'est pas mon message. Mais comprendre qu'on ne peut pas s'allier au XXIe siècle au néocolonialisme. C'est tout. Et cela, la jeunesse africaine le comprend. D'accord ? Et dire cela, comprendre la nécessité de la multipolarité. J'étais invité il y a quelques mois au sommet de la multipolarité par mon ami, camarade, l'un des plus grands théoriciens politiques, Alexandre Douguine, qui se trouve être un des conseillers les plus influents du président Poutine. Il y avait des Iraniens, il y avait des Chinois, il y avait des Turcs, il y avait des Nord-Coréens, il y avait des Vénézuéliens, il y avait des Cubains, il y avait des Sud-Africains, il y avait des gens de tout le Sud global. Un sommet extraordinaire. Et lors de ce sommet, je me suis rappelé qu'il y a un autre monde qui est en train d'apparaître en ce XXIe siècle. C'est un monde que l'Occident a voulu nier, un monde que l'Occident a voulu mépriser, un monde que l'Occident a voulu ignorer. Mais ce monde aujourd'hui est en train de s'implanter et les BRICS en sont une des multiples illustrations. Et je pense qu'il faut que chacun comprenne qu'on ne peut plus rester dans l'ancien monde et nous parler de développement, parce qu'on ne développe rien sur du sable mouvant. Et pendant ce temps, le Niger vous accueille les bras ouverts, faisant de vous même conseiller spécial du président Tiani, avec un passeport diplomatique à la clé. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, Kémy Séloa ? Je n'ai pas de plus grande émotion. Et je tiens à profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude vis-à-vis d'un aîné que je considère comme un père sur le terrain de la politique institutionnelle. Quelqu'un qui aime son peuple et qui aime l'Afrique et en perd la raison, le général Tiani. Et tous les membres augustes du CNSP qui ont décidé de risquer leur vie pour retrouver la souveraineté de leur pays. Je suis béninois, patriote, fier de l'être, mais je me sens attiré et touché par ce pays, concerné par ce pays. Comme Frantz Fanon, le Martiniquais, s'est senti concerné par la lutte en Algérie. Comme, dans un autre ordre d'idée, Stokely Carmichael, le Trinidado afro-américain, s'est senti concerné par le combat de Sékou Touré ou de Kwame Nkrumah. Et comme, dans un autre ordre d'idée, Ernesto Che Guevara s'est senti concerné, lui qui était pourtant argentin, qui était une Argentine qui n'était pas dans la ligne de Cuba, il faut bien le préciser, qui s'est senti concerné par la lutte révolutionnaire de Cuba. Et cette démarche, au moment où l'oligarchie française me déchoit de sa nationalité pour tenter de me restreindre dans mes mouvements, ce qui n'a évidemment pas marché, cette démarche est un symbole pour beaucoup d'Africains. Je le vois depuis que ça a été rendu public, dans les rues, un peu partout. Beaucoup de gens sont émus parce qu'on est en train de montrer au reste du monde qu'avant de s'allier à un tel ou un tel, lorsque les Africains s'unissent, ils sont imbrisables. J'ai d'autres alliés, tout le monde le sait, dans le Sud global, et je voyageais dans différents endroits avec diverses stratégies et divers documents d'autres alliés de ce Sud global. Mais avoir ce document du pays aujourd'hui sur le terrain géopolitique, de la géopolitique africaine le plus révolutionnaire qui existe, pour moi c'est une émotion particulière. Et je n'aurai jamais assez de temps pour remercier et pour honorer mes aînés que sont le général Tiani et les membres du CNSP. Mais comment se fait le rapprochement avec le président Tiani ? Ça s'est fait depuis longtemps et par, j'ai envie de dire, une affinité politique. On a tous les mêmes objectifs, on veut l'autodétermination de nos populations. Affinité politique pour un général d'armée qui a longtemps dirigé la garde présidentielle. Mais vous savez, il y a un adage qui dit que parfois, pour renverser un système, il faut le connaître en profondeur. Et je pense que l'expérience de l'État, de la chose de l'État, comme on le dit, qu'ont eu les membres du CNSP, qu'ont les membres du CNSP, et qu'avait le général et qu'a le général Tiani, a été un élément déterminant pour mener la révolution qu'il mène depuis maintenant 1 an.
N'oublions pas que c'est le dernier pays qui, actuellement, parce qu'il y en a d'autres qui vont rejoindre bientôt cette dynamique, je le dis sans trop avoir besoin de parler, mais je le dis de manière ferme et sûre. Comme on y reviendra si nécessaire. Mais c'est le dernier pays en date. Il y a eu le Mali, il y a eu le Faso, et le Niger est arrivé. Mais ce qu'a fait le Niger en un an, ça fait de très nombreuses années qu'on n'a pas vu un pays de manière aussi rapide entrer dans un processus de réappropriation de ses ressources, de réappropriation de son destin et de dynamique de souveraineté fondamentale. Et je crois que si les généraux Tiani et les membres le général Tiani, chef de l'État, et les membres du CNSP n'avaient pas cette connaissance de l'État, cette connaissance profonde de l'État, je pense qu'on ne serait pas arrivé à un tel niveau de densité en termes de rupture épistémologique vis-à-vis du système néocolonial. Et je crois que dans quelques années, la révolution du CNSP va être étudiée dans toutes les universités africaines, très clairement. Parce qu'on est là, dans la révolution centrale du panafricanisme au XXIe siècle, avec un gouvernement qui a pris ses responsabilités, des gens qui ont pris leurs responsabilités, qui ont décidé de tout risquer pour faire basculer un système qui était là, un système qui nourrissait en électricité, en uranium, l'oligarchie française et l'Occident, pendant que notre peuple crevait, et qui a fait en sorte de renverser la table pour qu'aujourd'hui, progressivement, c'est un combat difficile parce qu'on a des ennemis puissants en face, mais il n'y a rien de plus puissant que Dieu Tout-Puissant, en réalité. Et Dieu Tout-Puissant est toujours du côté des opprimés. Et donc j'ai une foi et une espérance illimitée dans ce combat, et une confiance illimitée dans le général Tiani, chef de l'État. Et je peux dire à tous les nôtres du continent, de la diaspora, dans les Antilles qui nous regardent, en Océanie qui nous regardent, en Kanaki qui nous regardent, dans les Amériques qui nous regardent, je peux vous dire que ce combat que mène le Niger et que mène le CNSP, c'est un combat pour le peuple noir dans sa globalité. Et vous parlez du Niger, du général Tiani avec beaucoup d'émotion. Je vois la prunelle de vos yeux briller. Est-ce que c'est pas ça qui... Vos lunettes sont très puissantes pour voir la prunelle de mes yeux briller. Mais... Est-ce que ce n'est pas cela qui fait dire à certains que vous menez contre votre pays, le Bénin, une campagne de dénigrement? Je vais répondre à votre argument en vous disant... ça fait penser aux mêmes gens qui disaient, Dieu seul sait que j'aime pas De Gaulle, mais pour le coup, De Gaulle était quelqu'un qui luttait contre l'occupation allemande de la France et la collaboration du chef de l'État de la France de l'époque, qui était le maréchal Pétain. Pétain était avec l'Allemagne nazie. De Gaulle luttait contre Pétain. Et qu'est-ce que disait Pétain? Il disait que De Gaulle lutte contre les intérêts français. C'est un apatride parce qu'il veut me renverser et il lutte contre la France. De Gaulle ne luttait pas contre la France. De Gaulle luttait contre l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Et moi, de nombreux Béninois savent que je ne lutterai jamais contre le Bénin. Jamais. Je lutte contre l'occupation du Bénin par la France néocoloniale. La nuance est de taille pour ceux qui sont dotés de raison. Et j'irai même plus loin. Je ne lutte même pas contre Talon. Je n'ai pas le temps d'avoir Talon comme mon ennemi. Mon ennemi, ce sont ceux qui sont en train de manipuler le président Talon. Ce n'est même pas Talon lui-même. C'est l'oligarchie française. Mon ennemi, c'est Macron. Je le dis avec fluidité. Et le jour où le président Patrice Talon comprendra qu'il s'est fait manipuler par le système néocolonial, s'il met de côté son ego, et s'il met de côté sa certitude qu'il sait mieux tout que tout le monde, les choses avanceront. Il est important qu'on rappelle une chose. Le Bénin est un pays aujourd'hui où le système a été mis en place pour terroriser tous ceux qui osent dire ce qu'ils pensent. Je fais partie de ceux sur qui cette terreur glisse comme la pluie sur le corps. Mais ils ont tout fait pour que tous ceux qui osent parler soient menacés. On est dans une république qui me fait penser à la république du Gondwana, de je ne sais plus quel humoriste, qui n'est d'ailleurs pas toujours très drôle, mais qui aime caricaturer les régimes africains au sein desquels le peuple ne peut pas s'exprimer. On est dans cette réalité-là. Et d'ailleurs, cette critique que je dis pour le Bénin, je peux le dire pour nombre de pays où il y a trop d'opposants politiques qui sont emprisonnés, y compris au Togo, pays dont est issue votre chaîne. Et je ne veux pas nier que je suis solidaire de tous les prisonniers politiques, d'où qu'ils soient. Mais pour revenir au Bénin maintenant, parce que je pense que c'est important de le dire,
il y a un ferment souverainiste du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays, qui ne s'exprime pas dans les rues de peur d'être arrêté pour l'instant, qui s'exprime dans les lives, qui s'exprime sur différents supports des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que récemment, le gouvernement béninois a déployé en collaboration avec les autorités ivoiriennes et avec les autorités françaises, notamment la DGSE qui est installée, d'après l'avocat international Juan Branco, qui est installé donc en Côte d'Ivoire, ça on le savait, qui est installé aussi au Bénin, d'accord. Ils ont déployé une stratégie de contre-information parce qu'ils sentent que l'influence du camp panafricaniste est beaucoup trop grande aujourd'hui via les réseaux de communication. Et donc ils ont essayé de recruter ce qu'on appelle des clébés, c'est-à-dire des laudateurs du régime qui font la talakou continuelle du régime. Mais même malgré qu'ils aient recruté ces gens, ça ne marche pas parce que l'audience que nous avons, c'est une audience naturelle. On n'a pas besoin de payer les gens, vous voyez, pour que les gens soient concernés. On parle de l'opinion publique qui aujourd'hui est en train de devenir majoritaire. Gramsci parlait de la bataille culturelle. La bataille culturelle par les panafricains est aujourd'hui gagnée, malgré les moyens importants que la France-Afrique essaye de mettre. Et je dis au président Talon, et je dis à son clan, il n'est pas trop tard pour se tourner vers la voie de la raison. Limiter l'accès des néocolons à nos terres, mettre la balle à terre et revenir à un dialogue constructif entre frères africains. C'est la seule solution pour que l'on puisse en sortir. C'est d'ailleurs cela la forme de discorde entre le Niger et le Bénin. Totalement. Est-ce que vous pensez que les relations entre ces deux pays vont se normaliser? C'est ce qu'on souhaite. Moi, je le dis très clairement, tout le monde le souhaite. Et je fais partie de ceux qui, dans l'ombre, ont tout fait pour rapprocher les peuples béninois et nigériens. Mais comme le dit le général Tiani, si la France, qui a menacé officiellement, on ne parle pas d'il y a 10 ans, 5 ans, on parle même de cette année, des généraux qui d'ailleurs sont reçus au Bénin, dans mon pays, des gens qui disent qu'ils vont revenir pour réoccuper le Niger. Comment voulez-vous qu'un chef d'État responsable soit sécurisé de se dire que l'armée qui menace de déstabiliser le Niger et de renverser le régime est juste à côté? C'est tout à fait normal qu'il y ait des inquiétudes. Maintenant, le rôle de tout le monde, c'est de faire en sorte de trouver des solutions pour que les peuples puissent se rapprocher et pour que les peuples puissent avancer. Et d'ailleurs, le geste du général Tiani, lorsque il me fait grâce de ce passeport diplomatique en me nommant comme conseiller spécial, le rôle et la logique de ce dernier, c'est de montrer aussi au peuple béninois que le problème qu'a Tiani n'est pas avec le peuple béninois. Et ça ne le sera jamais. Outre le fait qu'en faisant ça, il honore le combat que nous menons, moi et mon équipe et mon staff, depuis 25 ans. Mais il rappelle aussi et surtout aux Béninois que le problème du Niger et des autorités du Niger, du CNSP, ça ne sera jamais le Bénin. Le problème du CNSP, c'est la France-Afrique. Il faut vraiment qu'on se rappelle de cette chose-là. Si on va à gauche, si on va à droite, si on ne parle pas des vrais sujets, on ne pourra pas avancer. Je donne un exemple. Vous avez quelqu'un qui vous a menacé de mort, qui dit qu'à la moindre occasion, il vous assassinera, il vous tuera dans votre maison, il fera sauter votre maison. Et vous avez votre voisin qui laisse rentrer, alors qu'il sait très bien que la personne en question vous a menacé de mort, qui laisse rentrer votre voisin, qui laisse rentrer votre ennemi dans sa maison, qui le laisse dormir, et qui sait que cet ennemi-là est dans une logique de tout faire pour déstabiliser votre maison. Mais il est tout à fait normal que vous soyez méfiants. Et donc le but, moi je le dis très clairement, nous travaillons tous de la société civile au niveau institutionnel pour qu'il y ait une logique de fraternité et de rapprochement. Mais je dis et je répète, il faut que la France-Afrique s'éteigne dans cette région. C'est ce pourquoi nous travaillons. Nous travaillons depuis des années à cela. Le narratif négrophobe des médias français est de faire croire que si nous avons réussi à faire reculer la France-Afrique, c'est parce que nous serions des parangons de la Russe-Afrique. C'est à vomir et ça rappelle juste que ces gens-là pensent que les Noirs sont tellement une race inférieure qu'ils ne peuvent pas se débrouiller eux-mêmes et qu'ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes. On a besoin d'un maître blanc, soit c'est l'Est, soit c'est l'Ouest. Un jour, ils finiront par comprendre que l'homme noir et la femme noire au XXIe siècle n'ont que pour seul patron
Dieu Tout-Puissant et font honneur à leurs ancêtres méritants. C'est la logique qui est la nôtre, c'est le combat que nous menons. Et personne ne nous empêchera d'arriver à destination. Alors, Kémy Séba, le vent de panafricanisme qui souffle dans l'Alliance des États du Sahel, AES, est-ce que ce vent est durable alors qu'en face, il y a des défis comme les attaques terroristes ou même des manœuvres de déstabilisation de ceux que Ibrahim Traoré appelle les esclaves de maison? C'est quelque chose qui est malheureusement vieux comme le monde. On dit toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Mais est-ce que parce qu'il y a des ennemis intérieurs, cela signifie que le combat et la victoire vis-à-vis de l'extérieur et des agents endogènes, des forces exogènes, et que ce combat est impossible à être gagné? Moi, je ne le crois pas. Il n'y a pas de victoire sans adversité. Quand on dit combat, cela signifie qu'il y a de l'adversité, qu'il y a des ennemis en face. Donc la question n'est pas de savoir s'il y a des ennemis, oui ou non. La question n'est pas de savoir si on veut gagner ou pas, la question est de savoir si on le veut. C'est un combat pluriséculaire. Un jour, j'étais auprès du général Tiani et il a tenu un propos sur la civilisation africaine, qui m'a rappelé à quel point le général connaît les écrits et est imprégné des humanités classiques africaines. C'est quelque chose que les gens n'imaginent pas de l'extérieur, mais il a une connaissance extrêmement scientifique de cette réalité-là, et qui rappelait les différentes séquences et étapes par lesquelles notre peuple est passé. Et il nous rappelait qu'on est dans un cycle historique naturel. Ce qui se passe là est un renversement de séquences. On est dans une ère que certains appellent l'ère du Verseau, que d'autres appellent le Kali Yuga, que d'autres appellent la fin d'un temps, la fin d'un monde. C'est la fin du monde unipolaire. Et c'est l'émergence du monde multipolaire. Et l'Afrique, comme je le dis dans les ouvrages, va devenir le centre de gravité de ce monde multipolaire. Pas le centre de gravité parce que braqué par l'extérieur, mais le centre de gravité parce que force motrice qui va refluer vers l'extérieur en étant porteur de valeurs que l'humanité, que le reste de l'humanité a perdu. Nous sommes un peuple qu'on dit dans l'acception matérialiste, qu'on dit pauvre. La vérité est que notre peuple a moins une obsession pour le matérialisme que la civilisation occidentale en a. Nos principes sont dans une autre dimension. Et c'est pour cela que ce qu'ils appellent pauvre, pour nous, ne l'est pas. Cela ne signifie pas qu'on va leur laisser nos ressources. Non, parce qu'on sait aussi dans quel monde nous vivons et dans quel monde nous devons nous adapter. Et c'est pour ça que nous disons aussi que chaque peuple a une terre, et cette terre, il a le devoir et le droit de se l'approprier. C'est la réalité qui est la nôtre, et c'est sur ce terrain qu'on va avancer. Et je sais qu'en France, il y a des gens qui comprennent cette séquence, qui comprennent ce message. Et au-delà de ça, un peu partout dans le monde noir, en Haïti, en Nouvelle-Calédonie, dans les Antilles, dans les Caraïbes, dans les territoires appelés de manière coloniale d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane ou à La Réunion, ce message touche tout le monde. En Amérique du Sud, dans les populations afro-américaines, afro-latinas, ce message et ce combat que nous menons touchent énormément de monde. Et à partir de septembre, on va repartir à bon nombre d'endroits dans le monde pour connecter plus que jamais le monde noir et le sud global. On ira dans d'autres pays où il n'y a pas forcément que des noirs aussi. On va connecter ces mondes pour renforcer justement la force de contestation vis-à-vis de l'hégémonie d'Occident. Et donc la fin de l'influence française manifeste au Sahel va-t-elle s'étendre à d'autres pays, Kémy Séba? On y travaille fortement. Mais le dire ici, ça ne serait pas forcément prudent ou intelligent. Mais il y a des pays qui vont, dans les temps à venir, je le dis. Je disais ça pour d'autres pays, c'est arrivé, et je le dis. Il y a d'autres pays qui vont rejoindre la dynamique de l'AES d'ici peu de temps. C'est une évidence. C'est une évidence. Vous pensez à quel pays, par exemple? D'autres pays en Afrique de l'Ouest. À l'Est ou à l'Ouest? Vous êtes curieux, vous verrez. Mais je peux juste vous dire que le peuple en a marre du statu quo. Le peuple en a marre de voir des gens arrogants comme l'oligarchie d'Occident nous dire ce qui est bon ou mauvais pour nos populations. Le peuple en a marre. Le peuple en a marre de voir nos dirigeants agir comme des dirigeants dirigés, téléguidés par l'oligarchie d'Occident. Ça ne peut plus durer. On veut des dirigeants qui se battent pour nous-mêmes,
qui travaillent pour nous-mêmes. C'est ce que fait le général Tiani, qui se lève en se battant pour nous-mêmes, pour faire avancer les nôtres, non pas dans un logiciel néolibéral en disant parce que vous savez, aujourd'hui l'Occident nous vend un schéma en disant que se soumettre et collaborer avec elle, c'est agir dans le cadre du développement. C'est extraordinaire. Développement par rapport à qui, par rapport à quoi? Ça aussi, ce sont des questionnements intéressants qu'on doit se poser. Ils veulent en réalité qu'on soit des nations copies conformes de leur réalité, qu'on les prenne comme baromètre suprême dont nous serions en réalité des entités éloignées, et on devrait de ces derniers s'inspirer. Et puis il y a un autre schéma qui est en train de se développer notre propre paradigme. Thomas Sankara disait « Osons inventer l'avenir », et je dirais « Osons inventer notre monde avec nos réalités, avec nos cultures, avec notre façon de penser, avec notre manière de gérer nos ressources, et faire en sorte d'avancer pas à pas, pas dans une course, mais par nous-mêmes, pour notre propre destinée. Et je vous dis, parce que je sillonne, ne serait-ce que ces 3 dernières semaines, j'étais dans 6 pays, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, viendra bientôt l'Afrique centrale aussi, step by step, mais il y a beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest qui sont fatigués de ce qui se passe là. Beaucoup de gens parmi le peuple, beaucoup de gens des corps constitués, beaucoup de gens dans la classe politique. Et je pense que ça peut faire un mélange intéressant. Vous avez annoncé des changements dans certains pays comme le Sénégal. Mais au contact de la réalité, est-ce que vous êtes toujours enthousiaste? Si on doit être très précis, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait partie des personnes qui ont fait le moins de bruit sur le Sénégal ces dernières années. Et je sais pourquoi. Je ne veux pas, on y reviendra peut-être, parce que je sais qu'il y a une stratégie du gouvernement français pour accentuer les clivages au sein du monde africain et les tensions au sein du monde africain. Il y a un document qui est sorti de l'école de guerre économique où il me ciblait moi-même en disant qu'il faut qu'il fasse tout, on y reviendra peut-être tout à l'heure, pour essayer de déstabiliser mon audience et mon leadership en essayant de me monter contre d'autres visages africains. C'est leur stratégie parce qu'ils ont toujours vu que quand il y a un danger, ils veulent essayer de le monter contre d'autres pour essayer de l'affaiblir. Donc je ne tomberai pas dans ce piège. Mais je n'ai pas fait partie de ceux qui ont énormément parlé. Il y a des gens, des frères et sœurs dont je suis très proche, qui ont été beaucoup plus en première ligne pour soutenir le régime actuel au Sénégal à l'époque où ils étaient dans l'opposition. Ça n'a pas été mon cas. Je les ai soutenus, j'ai fait le service minimum, parce que je devais le faire par principe, mais je n'ai pas... Ce qui se passe là pour moi n'est pas... ne me surprend pas. Ne me surprend pas parce que je pense profondément que il y a la Côte d'Ivoire qui est la capitale économique de la France-Afrique. Et je crois que le Sénégal, depuis Senghor, même s'il y a eu des géants extraordinaires, c'est un pays de géants le Sénégal, vraiment. Mais depuis Senghor, la France a décidé d'en faire sa capitale culturelle de la France-Afrique. Sa capitale, entre guillemets vraiment, intellectuelle de la France-Afrique. Et ces 2 pays-là, la France-Afrique fera tout pour ne pas les lâcher. Alors, elle a face à elle des dirigeants qui soufflent le chaud et le froid. Et ça me fait penser à l'échelle géopolitique mondiale, un peu avec la Turquie. Ça me fait penser à la Turquie, excusez-moi. On a un Erdogan qui un jour est avec l'OTAN, parle avec l'OTAN, et un jour parle avec les ennemis de l'OTAN, avec la Russie. Ce qui intéresse Erdogan, c'est la Turquie. Et c'est un petit peu un positionnement que je ressens profondément au Sénégal. Ça parle avec l'Occident. Un jour, ça parle avec les pays africains en rupture avec l'Occident. Mais ce qui intéresse en priorité, et certains diront on ne peut pas leur en vouloir, les dirigeants actuels au Sénégal, c'est le Sénégal. Moi, j'ai une expérience différente. Je suis issu de la diaspora et j'ai vu la souffrance collective du monde noir. Et quand bien même je suis béninois et fier de l'être, je suis concerné par la problématique noire dans sa globalité et non pas dans une dynamique sectorielle. Et c'est pour ça que je ne peux pas me résoudre... Tirer le droit de votre côté. Comment ? Tirer le droit de votre côté. Exact. Je suis obligé de voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Je donne un exemple précis. Lorsqu'il y a eu le problème diplomatique entre le Bénin et le Niger, je suis béninois. Mais je sais que nos autorités au Bénin collaborent avec la France-Afrique.
Et sous prétexte que je suis béninois, je devais me taire parce que, comme l'ont dit les gens du régime pro-Talon, quand tu es patriote, même si ton gouvernement collabore avec le diable, tu dois soutenir ton gouvernement. Bien, j'ai dit non. Parce que mon vécu est un vécu qui veut libérer le noir, l'homme noir et la femme noire dans sa globalité. Et donc, quand je vois le colon installé à un endroit et que je vois de l'autre côté des gens qui condamnent le colon, je suis obligé de dire le colon est là. Même si c'est mon père qui est là, etc. Parce que je combats le colonialisme. Je combats le colonialisme aux Antilles, je combats le colonialisme en Afrique, je combats le colonialisme en Amérique du Sud, je combats le colonialisme partout où il est installé. Je combats la négrophobie dans le monde, partout où ces mots MAUX sont installés. Et donc, c'est une dynamique qui fait que je ne peux pas avoir la même logique et la même stratégie que les dirigeants actuels du Sénégal, qui, eux, ont, et je pense que ça, on ne peut pas leur nier, on ne peut pas leur retirer ça, je pense qu'ils ont comme préoccupation première le Sénégal, mais parfois ils perdent de vue peut-être la réalité globale. Quand ils disent, par exemple, qu'ils veulent que les gens de l'AES reviennent dans la CEDEAO, je pense... Une CEDEAO réformée, disent-ils. Moi, je pense que quand une maison est pourrie de l'intérieur, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut détruire et reconstruire. On ne réforme pas quelque chose qui est financé de A à Z par nos ennemis, par les puissances coloniales. Ce n'est pas vrai. Il y a eu, à un moment donné, avant c'était l'OUA. L'Organisation de l'Unité africaine. On a changé l'OUA, c'est devenu l'Union africaine. Il y a eu plein de structures qui se sont succédées, certaines qui s'imbriquaient dans d'autres, certaines qui étaient rénovées, d'autres qu'on devait reconstruire. Je pense que la CEDEAO a montré son échec et qu'il faut reconstruire quelque chose. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut quelque chose de nouveau. Mais certains veulent faire la révolution à l'intérieur, alors que l'intérieur est pourri jusqu'à l'os au sein de la CEDEAO. Je sais de quoi je parle, j'ai beaucoup d'amis qui sont à l'intérieur de cette structure, qui disent qu'ils ne peuvent pas parler, sinon ils vont sauter. Elle est pourrie de l'intérieur de cette structure. Et je pense qu'après ce qu'ont vécu les pays de l'AES, c'est criminel que de leur dire il faut revenir, on va réformer ensemble, parce que ce n'est pas vrai. Et en réalité, en disant cela, c'est parce que, je pense, les autorités du Sénégal, qui restent mes frères, même si j'ai un désaccord fondamental avec eux, savent que par rapport à des contrats et par rapport à l'équilibre sénégalais, selon leur perception, ce qui selon moi est une erreur, mais pourquoi pas, par rapport à l'équilibre économique sénégalais, ils savent qu'ils ne peuvent pas, ou en tout cas ils ne veulent pas prendre ce risque d'oser faire comme l'esclave rebelle qui quitte la plantation et qui est dans une instabilité temporaire plutôt que dans la stabilité de celui qui reste dans la plantation. Moi, je crois, fondamentalement, qu'on doit détruire la CEDEAO et reconstruire dans la dynamique de l'AES peut-être une confédération de l'AES élargie. Ça peut être confédération de l'AES et État d'Afrique de l'Ouest. Mais il faut quelque chose qui soit dans une dynamique souverainiste, une dynamique d'autodétermination, une dynamique de non-alignement vis-à-vis de qui que ce soit en réalité, et qui soit dans une démarche de se parler entre nous, par nous-mêmes, pour notre propre destinée, avec un financement africain. On dit on a des pays pauvres, c'est faux. Nos pays ne sont pas pauvres. Et s'ils étaient appauvris. Et ils sont appauvris. Et s'ils étaient pauvres, les puissances néocoloniales occidentales ne feraient pas tout pour rester ici. Donc, une nouvelle structure, avec des nouvelles règles, des nouvelles bases, qui soit s'appuie sur l'AES dans une dimension de l'AES élargie, comme il y a eu les BRICS+, il y a eu BRICS au départ, c'était que quelques pays, après ça a été BRICS+, ça peut être AES+, d'accord, ou une nouvelle structure qui s'inspirera de la dynamique de l'AES. Parce que nous voulons tous l'union. Et je dis à l'intérieur de l'AES, les trois dirigeants veulent l'union, mais ils ne veulent pas l'union avec au milieu l'oligarchie d'Occident. Je pense que c'est respectable, appréciable, et chacun en tirera ses conclusions. Oui, avant de terminer cet entretien, je voudrais qu'on revienne sur le plan stratégique de neutralisation des figures du panafricanisme dont vous avez parlé et dont nous avons eu écho également. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du sort de Kémy Séba, par exemple, et de ses frères qui sont au devant de ce mouvement panafricaniste ? De tout temps, à chaque fois que des gens se sont levés pour lutter contre l'impérialisme occidental et pour défendre les droits des Noirs, ils ont toujours reçu des coups
Parfois c'était le cimetière, parfois c'était la prison. La prison, je l'ai connue pour ce combat politique. Plusieurs À fois. de très nombreuses reprises. Les menaces de mort, on les connaît depuis très longtemps. C'est devenu aujourd'hui notre quotidien. Et on m'en sourit même, en réalité, parce que ce n'est pas quelque chose qui nous impressionne. La mort, on va tous mourir. Mais ce qui est intéressant dans le document dont vous parlez, c'est la manière dont ils ont tracé, comment dirais-je, méthodologiquement, une stratégie pour monter les uns contre les autres et essayer de renverser ceux qui, comme moi, ont le plus d'audience aujourd'hui en Afrique francophone et dans le monde noir global. En utilisant parfois certains de vos frères. En utilisant certains de nos frères, ils disent clairement qu'il faut pousser certains Africains à employer le terme, par exemple, panafricain. Et vous voyez qu'aujourd'hui, dans les pays pro-France-Afrique, et ça, ce document-là, ce sont les autorités françaises, les services français qui utilisent ça. Il ne faut pas qu'on oublie de quoi on parle, d'accord, qui ont théorisé ça. L'école de guerre a remis ça au ministère de la Défense, et ça a été utilisé comme on le sait. Et aujourd'hui, vous voyez dans des pays comme la Côte d'Ivoire, vous voyez dans des pays malheureusement comme le Sénégal et autres, le terme panafricain par exemple être employé et ils ne se rendent même pas compte, enfin en Côte d'Ivoire ils le savent, peut-être au Sénégal ils le savent moins, que c'est les services français qui ont théorisé ça. Ce narratif. Exactement. Autre point, ils ont dit qu'il faut tout faire pour monter les leaders les plus populaires du panafricanisme actuel avec des figures institutionnelles africaines qui acceptent de dialoguer avec la France. Et moi, j'ai un exemple qui me paraît flagrant aujourd'hui, c'est, j'ai vu un florilège de vidéos où c'est marqué, par exemple, et je sais que c'est les services français qui ont fait ça, Kémy Séba attaque Diomaye Faye, Diomaye Faye est un traître, Kémy Séba, Diomaye Faye est un traître, j'ai jamais dit Diomaye Faye est un traître, vous avez entendu la complexité que j'ai dit. J'ai dit que je suis en désaccord avec la stratégie de Diomaye Faye et vis-à-vis de sa rupture, prétendument rupture douce avec la France-Afrique. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais je ne suis pas levé pour dire traître, traître ou quoi que ce soit, même si je pense que la stratégie n'est pas une stratégie qui me convainc et qui ne convainc pas beaucoup d'Africains aujourd'hui. De manière factuelle, partout où je voyage, je vois les faits. Mais certains veulent accentuer les tensions parce qu'ils ont tout intérêt, comme ils l'ont toujours fait, à ce que les Africains se tapent dessus pour qu'eux puissent venir payer un des nôtres égarés pour essayer d'attenter à ceux qui sont aujourd'hui les plus visibles dans ce combat contre le néocolonialisme. Donc c'est de bonne guerre. Et il est important que ce rapport de l'école de guerre, tous les Africains, j'espère qu'on aura peut-être une illustration de ce rapport-là en images, en visu, tous les Africains devraient le lire. Parce que c'est l'équivalent de ce qui se faisait dans les années 60 aux États-Unis avec le Counter Pro, Counter Intelligence Programme, un programme qui a été effectué pour assassiner et éradiquer tous les leaders noirs aujourd'hui. Dans ce document, ils disent que Kémy Séba est aujourd'hui la figure centrale de la contestation panafricaniste. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de mes ennemis. Et ils disent qu'ils feront tout pour me détruire. Je pense que les choses sont très claires. Maintenant, il faut savoir que ce combat, je le mène pour mon peuple, je le mène pour Dieu Tout-Puissant, et je le mène par amour de mes ancêtres méritants. Je ne suis pas seul. Et donc ce combat-là, nous le mènerons jusqu'au bout. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les risques encourus, parce qu'on le fait pour la survie de notre peuple sur le continent, en Kanaki, à Haïti, dans les Antilles, en Amérique du Sud, en Europe ou ailleurs. Un peu partout. Merci Kémy Séba de nous Merci avoir infiniment. accordé cet entretien. Nous arrivons à la fin. Peut-être très rapidement pour vous, quelles sont les conditions, le triomphe du panafricanisme dont vous avez toujours rêvé en 30 secondes pour terminer. Que les nôtres comprennent qu'ils sont le centre de gravité de l'humanité, la boussole de l'humanité. Et que, en comptant sur nous-mêmes, c'est la meilleure façon de ne jamais être déçu. Compter sur soi-même, se centrer sur nous-mêmes, avancer nous-mêmes, sans se couper aux autres. Comprendre que quand vous êtes marié à quelqu'un pendant 30 ans, 50 ans, et que cette personne vous batte pendant 45 ans, peut-être qu'il est temps de rompre avec lui et de vous recentrer d'abord sur vous-même, et après de vous ouvrir à d'autres partenariats. C'est la logique qui est la nôtre. Nous discutons aujourd'hui avec différentes entités, et là je ne parle pas en tant que conseiller spécial mais du président, mais en tant que président de l'ONG Urgence Panafricaniste. Je suis dans une logique aujourd'hui avec notre organisation, et on a fait de la métapolitique depuis des années, qui ont contribué à faciliter, je pense, l'accentuation du processus de la multipolarité, que ce soit la Russie, l'Iran, la Turquie, Cuba, Venezuela.
Il y a une nouvelle dynamique qui est en train de s'opérer. Et je crois vraiment que, avant qu'on arrive à ce chapeau-là, il faut que le tronc soit l'unité fondamentale entre nous. Et la panafricanité fondamentale, c'est ça. Mon dernier ouvrage, agir dans une voie de se recentrer sur nous-mêmes, sans pour autant se fermer au reste de l'humanité, mais se recentrer sur nous-mêmes, se comprendre nous-mêmes, réintégrer notre paradigme et avancer.